Le 15 octobre 1966, deux sœurs jumelles de 16 ans, Claudine et Martine Duclos, quittent leur domicile familial dans le quartier de Sainte-Croix à Bordeaux pour se rendre à une fête étudiante. Elles ne reviendront jamais. 35 ans plus tard, en 2001, un collectionneur d'antiquités fait une découverte troublante dans un marché aux puces. Une barrette de cheveux en nacre portant les initiales CD et MD gravées à la main. Cette barrette, apparemment anodine, révélera un secret qui bouleversera à jamais la compréhension de cette disparition mystérieuse. Mais comment un simple accessoire de cheveux peut-il résoudre une énigme vieille de plus de 3 décennies? Et pourquoi cette barrette a-t-elle refait surface précisément à ce moment-là? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Bordeaux, automne 1966. La ville rayonne de sa splendeur viticole, ses châteaux et leurs vignobles s'étendent à perte de vue dans la campagne girondine. Le port de la Lune bat son plein, exportant les précieux nectars vers l'Europe entière et les États-Unis. C'est une époque de prospérité pour la région, où les familles viticoles accumulent les fortunes, et où même les employés des chais peuvent espérer une vie décente. Dans ce contexte prospère vit la famille Duclos, installée rue Sainte-Croix, dans une modeste maison de 3 étages typique du quartier. Henri Duclos, âgé de 42 ans, travaille comme contremaître dans les chais de la maison Château-Margaux depuis 15 ans. C'est un homme respecté, consciencieux, qui connaît les vins comme personne. Son épouse Marie, institutrice à l'école primaire du quartier, s'occupe de leur fille jumelle avec une attention particulière. Claudine et Martine Duclos, nées le 3 mars 1950, sont des jeunes filles brillantes et curieuses. Élèves au lycée Montesquieu, elles se distinguent par leur intelligence vive et leur complicité rare. Claudine, reconnaissable à sa fossette au menton, se passionne pour la photographie depuis qu'elle a reçu un appareil Kodak Instamatic pour ses 15 ans. Martine, plus réservée mais tout aussi déterminée, excelle en français et rêve de devenir journaliste. Ensemble, elles forment un duo inséparable qui intrigue et amuse leur entourage. Les deux sœurs partagent tout, leurs vêtements, leurs secrets, leurs rêves d'avenir. Elles ont développé un langage particulier, fait de regards complices et de phrases inachevées que seules elles comprennent. Leurs parents les surnomment affectueusement les inséparables, car il est rare de voir l'une sans l'autre. Cette complicité exceptionnelle inquiète parfois Marie, qui craint que ses filles ne développent pas suffisamment leur individualité. Le quartier Sainte-Croix des années 60 est un microcosme typique de Bordeaux. Les maisons de pierre blonde s'alignent le long de rues étroites. Les commerces de proximité créent une atmosphère chaleureuse et familiale. Le café chez Léon, tenu par un ancien docker, sert de point de rendez-vous officieux pour les hommes du quartier. L'épicerie Madame Blanchard ravitaille les familles en produits locaux et le bureau de tabac de Monsieur Coste fait office de centre d'information du quartier. Cette normalité rassurante sera bientôt brisée par des événements qui marqueront à jamais la mémoire collective de Bordeaux. Le samedi 15 octobre 1966 s'annonce comme un jour ordinaire dans la maison Duclos. Le ciel bordelais arbore cette teinte gris-perle typique de l'automne, et une bruine fine caresse les toits du quartier Sainte-Croix. Marie prépare le déjeuner, tandis qu'Henri lit attentivement Sud-Ouest, s'attardant sur les cours du vin et les nouvelles du port. Les jumelles descendent l'escalier en bavardant, déjà habillées de leur robe jumelle bleu marine que Marie leur a cousue pour la rentrée. Claudine porte sa barrette préférée, un bijou en nacre orné de petites perles que sa grand-mère lui a offert pour son 16e anniversaire. Cette barrette, délicatement ciselée, porte les initiales CD and MD, gravées à la main par un artisan du quartier Saint-Michel. « Maman, tu n'as pas oublié pour ce soir ?» demande Martine en s'installant à table. Marie lève les yeux de sa casserole. « La fête chez les Lemoine ? Non, bien sûr, mais vous rentrez avant minuit, c'est bien compris. » Les sœurs échangent un regard complice.
La soirée organisée par Philippe Lemoine, fils d'un négociant en vin, promet d'être l'événement de l'année pour les lycéens de Bordeaux. Philippe, élève en terminale au lycée Montesquieu, a invité tous ses camarades dans la propriété familiale située avenue Thiers, non loin du jardin public. L'après-midi s'écoule tranquillement. Henri part faire sa tournée habituelle des chais, vérifiant la fermentation des dernières vendanges. Marie corrige les devoirs de ses élèves pendant que les jumelles préparent minutieusement leur tenue pour la soirée. Claudine astique l'objectif de son appareil photo, espérant capturer quelques moments mémorables de la fête. Vers 18 heures, les préparatifs s'intensifient. Martine emprunte le rouge à lèvres de sa mère, tandis que Claudine ajuste sa barrette avec soin. Elle porte des robes différentes pour l'occasion. Claudine a choisi une robe verte émeraude qui met en valeur ses yeux. Martine une robe bordeaux assortie à ses cheveux châtains. « Vous avez de l'argent pour le tramway ?» demande Henri en rentrant du travail. « Oui, papa. Et Philippe a dit qu'il nous ramènerait en voiture », répond Claudine, en glissant son appareil photo dans son petit sac à main. À 19 heures précises, les jumelles embrassent leurs parents et quittent la maison. Marie les regarde s'éloigner par la fenêtre, une légère inquiétude au cœur. Plus tard, elle confiera aux enquêteurs qu'elle a ressenti quelque chose d'étrange, ce soir-là, sans pouvoir l'expliquer. Les dernières personnes à voir les sœurs Duclos vivantes sont les passagers du tramway de la ligne 3, qui les emmène vers le centre-ville. Le contrôleur, M. Gauthier, se souvient parfaitement d'elles. Elles étaient assises côte à côte, bavardant et riant. La brune tenait un petit appareil photo. Elles sont descendues arrêt Gambetta, vers 20 heures. De l'arrêt Gambetta à la propriété Lemoine, il y a environ 15 minutes de marche. Plusieurs témoins les aperçoivent avenue Thiers, marchant d'un pas déterminé vers leur destination. Madame Petit, qui promenait son chien, déclare « Elle semblait pressée, mais pas inquiète. Elles parlaient entre elles et riaient. C'est la dernière fois que quelqu'un les voit vivantes. À la fête, Philippe Lemoine et ses invités attendent les jumelles. 21 heures passent, puis 22 heures. Les organisateurs commencent à s'inquiéter. Philippe téléphone chez les Duclos vers 22h30. « Elles ne sont pas encore arrivées ?» demande Marie, la voix déjà teintée d'angoisse. « Non, Madame Duclos, nous pensions qu'elles avaient peut-être changé d'avis. » Henri prend le combiné. Sa voix se fait plus grave. « Elles sont parties il y a plus de 3 heures. Elles devraient être chez vous depuis longtemps. » Le père de famille raccroche et regarde sa femme. Dans leurs yeux se lit la même terreur muette. Quelque chose de terrible vient de se produire. À 23 heures, Henri Duclos se présente au commissariat central de Bordeaux pour signaler la disparition de ses filles. L'agent de permanence, le brigadier Moreau, prend la déposition avec le sérieux qui s'impose, bien que statistiquement, la plupart des disparitions de mineurs se résolvent dans les premières heures. La machine policière se met en branle immédiatement. Les patrouilles sillonnent les rues entre Sainte-Croix et l'avenue Thiers. L'hôpital Saint-André est contacté, ainsi que toutes les cliniques de la ville. Les gares et les arrêts de bus sont surveillés. À l'aube du dimanche 16 octobre, aucune trace des jumelles n'a été retrouvée. L'enquête officielle débute le lundi 17 octobre 1966 sous la direction de l'inspecteur Laurent Girard, un homme de 52 ans, chevronné et méticuleux. Girard a déjà traité plusieurs affaires de disparition et son approche systématique lui a valu une réputation solide au sein de la police judiciaire de Bordeaux. Les premières 48 heures sont cruciales. Girard fait battre le rappel de tous les témoins potentiels. L'avenue Thiers est passée au peigne fin, chaque riverain interrogé. Les employés du tramway, les commerçants, les passants du samedi soir, tous sont questionnés avec minutie. Une piste semble prometteuse quand un employé d'une station-service déclare avoir vu 2 jeunes filles qui correspondaient à la description, monter dans une voiture noire vers 20h30. Mais cette piste s'évanouit rapidement quand le témoin reconnaît formellement 2 autres lycéennes sur les photos présentées par les enquêteurs. Henri Duclos prend un congé exceptionnel pour participer aux recherches. Chaque matin, il rejoint les équipes de bénévoles qui battent la campagne girondine. Marie, elle, reste près du téléphone, espérant un appel, un signe,
n'importe quoi qui pourrait ramener ses filles. Le quartier Sainte-Croix se mobilise avec une solidarité touchante. Madame Blanchard, l'épicière, organise une collecte pour financer l'impression d'affiches. Le café Chez Léon devient le quartier général officieux des recherches. Monsieur Coste, le buraliste, affiche les portraits des jumelles en vitrine et refuse d'encaisser les appels téléphoniques liés aux recherches. 3 semaines après la disparition, l'inspecteur Girard reçoit un appel qui redonne espoir aux familles. Un promeneur a découvert un sac à main dans les bois de Bouliac, à une dizaine de kilomètres de Bordeaux. Le sac contient un appareil photo Kodak Instamatic et des papiers d'identité au nom de Claudine Duclos. L'expertise de l'appareil photo révèle des clichés troublants. Les dernières photos, prises le soir de la disparition, montrent des scènes de la fête chez les Lemoine. Mais curieusement, les jumelles n'apparaissent sur aucun cliché, confirmant qu'elles ne sont jamais arrivées à destination. Cette découverte relance l'enquête. Si le sac de Claudine se trouve dans les bois de Bouliac, cela signifie-t-il que les jumelles y ont été emmenées? Les recherches s'intensifient dans cette zone, mobilisant des équipes cynophiles et des volontaires. Chaque taillis, chaque fossé, chaque clairière est fouillée systématiquement. Mais les bois de Bouliac gardent leur secret. Aucune autre trace des jumelles n'y sera jamais retrouvée. Les mois passent, transformant l'espoir en angoisse sourde, puis en résignation douloureuse. Henri Duclos reprend progressivement son travail, mais ses collègues remarquent qu'il a perdu sa jovialité habituelle. Marie, elle, sombre dans une mélancolie profonde qui inquiète ses proches. Elle continue d'enseigner, mais sa passion pour son métier s'est éteinte. Le premier anniversaire de la disparition, en octobre 1967, est marqué par une messe célébrée à l'église Sainte-Croix. Tout le quartier y assiste, dans un silence pesant. L'inspecteur Girard, toujours sur l'affaire, y participe également, scrutant discrètement l'assistance, espérant déceler un comportement suspect. En 1968, l'enquête est officiellement classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Girard, proche de la retraite, confie le dossier à son successeur avec amertume. « J'ai l'impression d'avoir échoué. Ces gamines étaient peut-être à 2 pas de nous et nous n'avons rien vu. » Marie Duclos ne se remet jamais totalement de cette tragédie. Elle conserve intacte la chambre de ses filles, leurs vêtements soigneusement pliés, leurs livres alignés sur l'étagère. Chaque année, au anniversaire de la disparition, elle dépose des fleurs blanches sur le banc du jardin public, où les jumelles aimaient s'asseoir pour réviser leurs leçons. Henri, lui, développe une obsession particulière. Il passe ses soirées à éplucher les faits divers des journaux locaux, convaincu qu'un jour, un détail lui échappera qui pourrait relancer l'enquête. Il constitue même un dossier personnel, classant méticuleusement tous les articles de presse, tous les témoignages, tous les indices, même les plus ténus. Cette obsession finit par user sa santé. En 1975, Henri Duclos succombe à une crise cardiaque à l'âge de 51 ans. Marie, désormais veuve, se retrouve seule avec ses souvenirs et ses interrogations. La disparition des jumelles Duclos devient progressivement une légende urbaine bordelaise. Les anciens du quartier Sainte-Croix la racontent aux nouveaux arrivants, les détails se déformant au fil des années. Certains prétendent avoir vu les fantômes des jumelles dans les rues du quartier, d'autres affirment qu'elles ont été enlevées par des trafiquants internationaux. Marie Duclos décède en 1989, emportant avec elle les derniers espoirs de résoudre l'énigme. La maison familiale est vendue, les affaires personnelles dispersées. Le dossier de police, lui, rejoint les archives départementales, dans l'indifférence générale. Pendant 35 ans, l'affaire semble définitivement close. Bordeaux a changé, le quartier Sainte-Croix s'est modernisé, une nouvelle génération a grandi sans connaître l'histoire des jumelles Duclos. Seuls quelques anciens se souviennent encore de ces 2 jeunes filles qui ont disparu un soir d'octobre 1966. Mais le destin avait prévu un dernier rebondissement. Dimanche 14 octobre 2001, exactement 35 ans après la disparition des jumelles Duclos, André Valmont,
Antiquaire et collectionneur passionné, arpente les allées du marché aux puces de Bordeaux-Lac avec l'œil expert de quelqu'un qui a passé sa vie à dénicher les trésors cachés. André, 63 ans, est une figure respectée du milieu des antiquaires bordelais. Sa boutique, située rue Notre-Dame dans le quartier historique, attire les collectionneurs du monde entier. Spécialisé dans les objets du 19e et du début du 20e siècle, il possède un don particulier pour déceler la valeur d'objets apparemment anodins. Ce dimanche-là, André flâne entre les étals avec sa loupe de bijoutier glissée dans la poche de sa veste. Le marché aux puces de Bordeaux-Lac, installé dans d'anciens entrepôts portuaires, bruisse de l'activité habituelle. Marchands vantant leurs trouvailles, chineurs fouillant dans les cartons, discussions âpres sur les prix. Vers 11 heures, André s'arrête devant le stand de Madame Rivière, une vendeuse occasionnelle qui liquide les affaires d'une succession. La vieille dame, âgée de 70 ans, explique qu'elle vide la maison de sa sœur décédée quelques mois plus tôt. « Ma sœur Geneviève était un peu folle, vous savez », confie-t-elle à André. « Elle ramassait tout, gardait tout. J'ai trouvé des cartons entiers de babioles dans son grenier. Je ne sais même pas d'où ça vient. » André examine distraitement les objets exposés. Vieux cadres, bijoux fantaisie, petits meubles défraîchis. Son regard s'arrête sur une vitrine improvisée contenant des bijoux anciens. Au milieu des broches et des colliers, une barrette à cheveux attire son attention. La barrette, en nacre véritable, témoigne d'un artisanat soigné. Elle mesure environ 8 cm de long, ornée de petites perles délicatement serties. Mais ce qui frappe André, c'est la gravure fine visible sur le côté, CDNMD. Cette barrette, d'où vient-elle? Demande-t-il à Madame Rivière. La vieille dame hausse les épaules. Aucune idée. Elle était dans un petit coffret avec d'autres bijoux. Ma sœur ne m'a jamais parlé de ça. André examine la barrette à la loupe. Le travail est remarquable, typique des artisans bordelais des années 60. Les initiales sont gravées avec une précision qui témoigne d'une commande personnalisée. Une intuition étrange s'empare de lui. Combien pour cette barrette? 10 francs, ça vous va? André acquiesce et glisse la barrette dans sa poche. En rentrant chez lui, il ne peut s'empêcher de penser à ses initiales. CD, un MD. Dans sa longue carrière, il a appris à faire confiance à son instinct et quelque chose lui dit que cet objet n'est pas ordinaire. De retour dans sa boutique, André installe la barrette sous sa lampe d'expertise. L'examen révèle des détails troublants. La nacre porte des traces d'usure qui suggèrent un port régulier. Plus intrigante encore, une minuscule fissure dans la partie supérieure semble artificielle, comme si la barrette avait été délibérément modifiée. André sort ses outils de bijoutier et examine la fissure de plus près. Avec précaution, il exerce une légère pression. La partie supérieure de la barrette s'ouvre comme un petit coffret, révélant une cavité secrète d'environ 1 cm de profondeur. À l'intérieur, enroulé dans un papier huilé, se trouve un minuscule rouleau de pellicule photographique. Le cœur d'André s'emballe. Dans le milieu des antiquaires, on connaît des histoires de bijoux à compartiments secrets utilisés pour cacher des messages ou des documents précieux. Mais découvrir réellement un tel objet relève de l'exceptionnel. Le rouleau de pellicule, malgré son âge, semble en bon état. André comprend immédiatement qu'il tient entre ses mains quelque chose d'important. Mais quoi? Et pourquoi cette pellicule a-t-elle été cachée dans une barrette? L'après-midi même, André se rend chez Philippe Monet, photographe professionnel et ami de longue date. Philippe possède encore l'équipement nécessaire pour développer les anciens formats de pellicule. « André, tu es sûr de vouloir développer ça? Ce machin doit avoir au moins 30 ans. Il y a peu de chances que les images soient exploitables, » prévient Philippe. « Justement, c'est ça qui m'intrigue. Quelqu'un a pris la peine de cacher cette pellicule dans un bijou. Il y a forcément une raison. » Philippe s'installe dans sa chambre noire. 1 heure plus tard, il ressort avec 6 tirages photographiques légèrement jaunis mais parfaitement lisibles. André examine les photos avec stupéfaction. Elles montrent une réunion dans ce qui semble être une cave voûtée. Une dizaine d'hommes en costume, assis autour d'une table, discutent devant des bouteilles de vin.
L'angle de prise de vue suggère que les photos ont été prises en cachette, depuis une position surélevée. Mais le plus troublant, c'est la qualité des clichés. Malgré les conditions difficiles, les visages sont nettement reconnaissables. Philippe, qui a grandi à Bordeaux, identifie immédiatement plusieurs personnalités locales des années 60. « André, regarde ça », dit-il en pointant une photo. C'est Georges Lemoine, le négociant en vin, et là, tu vois, c'est Paul Martinet, le propriétaire du château Pichon. Et cet homme, au fond, c'est bien Robert Chavagne, le courtier. André fronce les sourcils. Une réunion de viticulteurs dans une cave, qu'est-ce que ça peut avoir d'extraordinaire? Attends, regarde cette photo-là, insiste Philippe. Sur le cliché, la scène est plus claire. On voit distinctement plusieurs hommes manipuler des bouteilles, versant le contenu d'une bouteille dans plusieurs autres. Sur la table, des étiquettes vierges et des bouchons neufs suggèrent une opération de reconditionnement. « Mon Dieu !» murmure André. « On dirait qu'il trafique les vins. » Philippe hoche la tête. « Et regarde l'arrière-plan. Cette cave, je la reconnais. C'est dans les anciens chais de la rue Fondodège. Ils ont été démolis en 1968. » André réalise soudain l'importance de sa découverte. Si ces photos datent d'avant 1968, elles constituent peut-être la preuve d'un trafic de vin impliquant les plus grandes figures du négoce bordelais. Mais une question le taraude, qui a pris ces photos? Et pourquoi ont-elles été cachées dans une barrette gravée aux initiales CDNMD? Le soir même, André effectue des recherches dans les archives de Sud-Ouest. Il épluche les journaux des années 60, cherchant des indices sur ces initiales. Vers 23 heures, il tombe sur un article daté du 18 octobre 1966. Disparition inquiétante de deux jumelles à Bordeaux. L'article mentionne Claudine et Martine Duclos, 16 ans, disparues le 15 octobre 1966. Les initiales correspondent parfaitement, CD et MD. André passe la nuit à reconstituer l'histoire. Plus il avance dans ses recherches, plus les pièces du puzzle semblent s'assembler. Les jumelles ont disparu en octobre 1966. Les photos ont été prises avant la démolition des chais en 1968. La barrette appartient à Claudine Duclos. Une hypothèse terrifiante commence à germer dans son esprit. Et si les jumelles avaient été témoins de ce trafic? Et si leur disparition était liée à ces photos compromettantes? Lundi 15 octobre 2001, André Valmont se réveille avec une certitude. Il détient peut-être la clé d'une affaire criminelle vieille de 35 ans. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas agir seul. Cette histoire le dépasse largement. Après réflexion, André décide de contacter Jean-Claude Beaumont, journaliste d'investigation à Sud-Ouest. Beaumont, 54 ans, s'est spécialisé dans les affaires judiciaires et jouit d'une réputation solide dans le milieu journalistique bordelais. « Jean-Claude, j'ai peut-être quelque chose qui va t'intéresser », annonce André au téléphone. Ça concerne une vieille affaire. Les jumelles Duclos. Ça te dit quelque chose? Beaumont marque un temps d'arrêt. Les jumelles disparues en 1966? Bien sûr, c'est une affaire qui a marqué Bordeaux. Pourquoi? Il faut qu'on se voie. J'ai découvert quelque chose. Il se retrouve dans l'après-midi au Café de la Presse, près de la rédaction de Sud-Ouest. André sort les photos et raconte sa découverte. Beaumont examine les clichés avec l'œil exercé du journaliste d'investigation. « Si ces photos sont authentiques, c'est explosif », murmure-t-il. « Tu te rends compte de ce que ça implique? Les plus grandes maisons de Bordeaux impliquées dans un trafic de vin? C'est exactement ce que je pense, mais j'ai besoin de ton aide pour vérifier tout ça. » Beaumont accepte immédiatement. L'affaire des jumelles Duclos l'a toujours intrigué, et cette nouvelle piste ouvre des perspectives inédites. Il propose de mener une enquête approfondie, en commençant par authentifier les photos. Les deux hommes se rendent d'abord chez un expert en photographie judiciaire. L'analyse révèle que les clichés ont effectivement été pris dans les années 60, avec un appareil Kodak Instamatic, le type d'appareil que possédait Claudine Duclos. L'expert confirme également que les photos n'ont pas été retouchées. « Ces clichés sont authentiques », déclare-t-il. « Ils ont été pris en conditions difficiles, probablement en cachette, mais la qualité est suffisante pour identifier les personnes. »
Beaumont entreprend alors de vérifier l'identité des hommes présents sur les photos. Ses recherches dans les archives municipales et les registres professionnels confirment les premières identifications. Georges Lemoine, Paul Martinet, Robert Chavagne, tous des figures importantes du négoce bordelais des années 60. Plus troublant encore, Beaumont découvre que plusieurs de ces hommes ont connu des fins tragiques. Georges Lemoine est mort dans un accident de voiture en 1967. Paul Martinet a succombé à une crise cardiaque en 1969. Robert Chavagne a été retrouvé noyé dans la Garonne en 1970. 3 morts suspectes en 4 ans, observe Beaumont. C'est beaucoup pour un hasard. André et Beaumont décident de pousser plus loin leurs investigations. Ils consultent les archives de la Chambre de commerce, les registres des exportations, les comptes rendus des syndicats viticoles. Progressivement, un schéma complexe se dessine. En 1966, le marché des vins de Bordeaux connaît une expansion sans précédent. Les exportations vers les États-Unis et l'Allemagne battent tous les records. Dans ce contexte, la tentation est grande pour certains négociants de maximiser leurs profits par des méthodes illégales. Les recherches révèlent que plusieurs lots de vins de prestige ont été exportés en quantité suspecte. Des châteaux réputés pour leur production limitée semblent avoir miraculeusement multiplié leur volume. Les douanes de l'époque, moins vigilantes qu'aujourd'hui, n'ont apparemment rien remarqué. « Regarde ça », dit Beaumont en montrant un document douanier. Le château Pichon a exporté 3 fois plus de bouteilles en 1966 qu'en 1965. Comment t'expliques-tu ça? Il coupait les grands crus avec des vins ordinaires, répond André. C'est exactement ce qu'on voit sur les photos. La technique est simple mais efficace. Prendre une bouteille d'un grand cru, la vider à moitié, la compléter avec un vin ordinaire et remettre un bouchon neuf. Le consommateur final, souvent éloigné géographiquement, n'y voit que du feu. Mais un tel trafic nécessite une organisation sophistiquée. Il faut des caves secrètes, des complicités dans les maisons de négoce, des réseaux de distribution. Et surtout, il faut que tout le monde se taise. C'est là que les jumelles entrent en jeu, réfléchit Beaumont. Si elles ont photographié cette réunion, elles sont devenues des témoins gênants. André hoche la tête, mais une question le taraude encore. Comment 2 lycéennes de 16 ans ont-elles pu assister à une réunion secrète de négociants? Beaumont fouille dans ses notes. Il faut qu'on reconstitue leur mouvement ce soir-là. On sait qu'elles ont quitté leur domicile à 19h pour se rendre chez les Lemoine, avenue Thiers. Mais elles ne sont jamais arrivées. Les 2 hommes étudient un plan de Bordeaux de 1966. Le trajet entre la rue Sainte-Croix et l'avenue Thiers passe nécessairement par le centre-ville. Et les anciens chais de la rue Fondodège se trouvent exactement sur ce parcours. Elles ont pu entendre des voix, voir de la lumière, suppose André. Tu sais comme les jeunes sont curieux, elles se sont peut-être approchées pour regarder. Et Claudine avait son appareil photo, ajoute Beaumont. Elle était passionnée de photographie. Elle a dû saisir l'occasion de faire des clichés insolites. Cette hypothèse explique beaucoup de choses. Les jumelles, en route vers la fête, auraient découvert par hasard cette réunion clandestine. Claudine, intriguée, aurait pris des photos, mais elles auraient été repérées. Beaumont reprend ses recherches dans les archives policières. Grâce à ses contacts dans la police judiciaire, il obtient l'autorisation de consulter le dossier original de l'enquête Duclos. Le dossier, épais de plusieurs centaines de pages, révèle des détails troublants. L'inspecteur Girard avait noté plusieurs incohérences dans les témoignages. Certains habitants du quartier des Anciens Chais affirmaient avoir entendu des cris et vu des voitures suspectes le soir du 15 octobre 1966. Mais ces témoignages avaient été écartés, faute de corroboration. Plus intriguant encore, Girard avait interrogé Georges Lemoine, le père de Philippe, dans le cadre de l'enquête. Lemoine avait confirmé que les jumelles étaient attendues chez lui, mais il s'était montré étrangement nerveux lors de l'interrogatoire. « Regarde ça », dit Beaumont, en montrant un procès-verbal. Girard note que Lemoine transpirait abondamment et évitait le regard. Il a même demandé à changer de chemise pendant l'interrogatoire. André fronce les sourcils. « Tu crois qu'il était impliqué ?»« C'est possible.
Son fils organisait la fête qui devait attirer les jumelles. Coïncidence. Les deux hommes décident d'approfondir leurs recherches sur Georges Lemoine. Ils découvrent que sa maison de négoce traversait des difficultés financières en 1966. Plusieurs créanciers le poursuivaient et sa réputation commençait à en souffrir. Dans ce contexte, participer à un trafic de vin lucratif aurait pu résoudre ces problèmes. Mais si les jumelles avaient photographié la réunion, elles représentaient une menace existentielle pour toute l'organisation. « Il y a autre chose », dit Beaumont, après avoir consulté les registres de l'état civil. Georges Lemoine est mort le 3 novembre 1966, soit moins de 3 semaines après la disparition des jumelles. Officiellement, accident de voiture sur la route de Libourne. André sent un frisson lui parcourir l'échine. 3 semaines, c'est très court. Surtout que le rapport de gendarmerie mentionne des circonstances étranges. Lemoine roulait seul, par temps clair, sur une route qu'il connaissait parfaitement. Sa voiture a quitté la chaussée sans raison apparente. Les recherches se poursuivent pendant plusieurs jours. André et Beaumont découvrent progressivement l'ampleur du trafic. Les documents douaniers révèlent des exportations suspectes vers l'Allemagne et les États-Unis. Des vins ordinaires du Languedoc étaient acheminés clandestinement vers Bordeaux, puis mélangés avec de grands crus pour créer des volumes de vente considérables. Le système était d'une sophistication remarquable. Les trafiquants utilisaient des étiquettes contrefaites, des bouchons de liège vieillis artificiellement, même des bouteilles anciennes récupérées dans les restaurants. Le consommateur final, souvent amateur mais pas expert, ne pouvait déceler la supercherie. « Regarde ces chiffres », dit Beaumont en étalant des documents sur la table. En 1966, les exportations de certains châteaux ont augmenté de 300%. C'est impossible avec une production normale. Combien ça pouvait rapporter ? Demande André. Des millions de francs. Un grand cru se vendait 10 fois plus cher qu'un vin ordinaire. Même en coupant à 50%, la marge était énorme. Mais André et Beaumont comprennent aussi que ce trafic ne pouvait fonctionner qu'avec des complicités à tous les niveaux. Il fallait des employés dans les chais, des transporteurs pour acheminer les vins de coupage, des complices dans l'administration douanière. C'est un véritable réseau, conclut Beaumont. Et quand les jumelles sont tombées dessus, elles ont signé leur arrêt de mort. Une question reste en suspens. Comment les photos ont-elles survécu ? Si les trafiquants ont éliminé les jumelles, pourquoi n'ont-ils pas récupéré l'appareil photo ? La réponse vient d'un détail troublant découvert dans le dossier d'enquête. Claudine avait l'habitude de changer fréquemment la pellicule de son appareil, gardant les films exposés dans sa barrette secrète. Une habitude que seule sa sœur jumelle connaissait. Elle a dû cacher la pellicule dans sa barrette avant d'être capturée, suppose André. Et les trafiquants n'ont trouvé que l'appareil, avec une pellicule vierge ou sans importance. Cette hypothèse explique pourquoi l'appareil photo retrouvé dans les bois de Bouliac ne contenait que des photos anodines de la fête chez les Lemoine. Les véritables photos compromettantes étaient cachées dans la barrette. Mais comment la barrette s'est-elle retrouvée chez Geneviève Rivière, la sœur de la vendeuse du marché aux puces ? André et Beaumont décident de mener l'enquête jusqu'au bout. Ils se rendent chez Madame Rivière pour l'interroger sur les affaires de sa sœur. La vieille dame les accueille dans son petit appartement du quartier Bastide, de l'autre côté de la Garonne. Geneviève était employée de maison, explique-t-elle. Elle a travaillé toute sa vie chez des familles bourgeoises. Après sa retraite, elle vivait de ses économies et de quelques ménages occasionnels. Chez qui travaillait-elle dans les années 60 ? Demande Beaumont. Madame Rivière réfléchit. Elle avait plusieurs employeurs. Je me souviens surtout de Madame Lemoine, la femme du négociant. Geneviève y travaillait 2 fois par semaine. André et Beaumont échangent un regard significatif. Geneviève Rivière travaillait chez les Lemoine. Voilà comment la barrette avait pu survivre et rester cachée pendant 35 ans. Votre sœur vous a-t-elle jamais parlé de la disparition des jumelles Duclos ? Insiste Beaumont. Madame Rivière semble hésiter. C'est drôle que vous me demandiez ça. Geneviève était très affectée par cette histoire. Elle répétait souvent que ces pauvres petites avaient vu ce qu'il ne fallait pas voir. Cette révélation change tout.
Geneviève Rivière n'était pas seulement employée chez les Lemoine, elle était témoin des événements de 1966. André et Beaumont comprennent qu'ils touchent enfin à la vérité. Votre sœur en savait plus qu'elle ne le disait, affirme Beaumont. Elle a peut-être vu ou entendu quelque chose cette nuit-là. Madame Rivière semble troublée. Après un long silence, elle disparaît dans sa chambre et revient avec une boîte en carton. Avant de mourir, Geneviève m'a fait promettre de garder ça précieusement. Elle disait que peut-être un jour, quelqu'un viendrait poser les bonnes questions. Dans la boîte, André et Beaumont découvrent un carnet manuscrit tenu par Geneviève Rivière de 1960 à 1980. Une sorte de journal intime où elle consignait les événements marquants de sa vie. L'entrée du 15 octobre 1966, les glaces d'effroi. Terrible soirée chez les Lemoine. Monsieur recevait ses associés dans la cave pour leurs affaires louches. J'avais fini le ménage et je partais quand j'ai entendu des cris dans la cour. J'ai vu 2 jeunes filles qui couraient, poursuivies par des hommes. Elles criaient qu'elles avaient des photos. Monsieur Lemoine était dans une colère terrible. Il criait qu'il fallait récupérer l'appareil. Les hommes ont rattrapé les petites près du portail. J'ai eu si peur que je me suis caché derrière la haie. J'ai vu qu'une des filles cachait quelque chose dans ses cheveux, avant qu'ils l'emmènent. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces pauvres petites? L'entrée suivante, datée du 17 octobre, est encore plus accablante. Monsieur Lemoine a l'air très nerveux depuis 2 jours. Il a fait brûler des papiers dans la cheminée. Madame pleure tout le temps. Elle répète que jamais elle n'aurait cru que son mari irait si loin. J'ai trouvé une barrette de cheveux dans la cour, celle qu'une des petites avait caché quelque chose dedans. Je l'ai gardée, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour témoigner si un jour on me demande. André et Beaumont lisent en silence, bouleversés par ces révélations. Geneviève Rivière avait été témoin de l'enlèvement des jumelles. Elle avait vu Claudine cacher la pellicule dans sa barrette. Et elle avait gardé cette barrette pendant 35 ans, en attendant que quelqu'un vienne chercher la vérité. Les dernières entrées du carnet révèlent l'ampleur du réseau criminel. Geneviève note les allées et venues suspectes chez les Lemoine, les visites nocturnes d'hommes en costume, les conversations qu'elle surprend sur le trafic de vin. Elle mentionne aussi la mort accidentelle de Georges Lemoine. Il était de plus en plus nerveux depuis l'affaire des petites. Il buvait trop et parlait de tout révéler à la police. Je crois qu'ils l'ont tué pour le faire taire. Le carnet révèle également le sort des jumelles. Selon Geneviève, elles ont été emmenées dans une propriété isolée de l'Entre-deux-Mers, appartenant à Paul Martinet. Elles ne reviendront jamais, écrit-elle le 20 octobre 1966. Monsieur Lemoine a dit à sa femme que c'était nécessaire pour protéger tout le monde. André et Beaumont réalisent qu'ils détiennent maintenant assez d'éléments pour reconstituer entièrement le drame de 1966. Les jumelles Duclos, en route vers la fête de Philippe Lemoine, ont découvert par hasard la réunion secrète des trafiquants de vin. Claudine, passionnée de photographie, a saisi l'occasion de prendre des clichés insolites. Mais elles ont été repérées. Poursuivies dans la cour de la propriété Lemoine, elles ont tenté de s'enfuir. Claudine, pressentant le danger, a eu le réflexe de cacher la pellicule compromettante dans sa barrette avant d'être capturée. Les trafiquants ont récupéré l'appareil photo, mais sans la pellicule principale. Ne pouvant prendre le risque que les jumelles parlent, ils ont pris la décision fatale de les éliminer. C'est monstrueux, murmure André. 2 gamines innocentes, mortes pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Beaumont, lui, pense déjà aux implications de cette découverte. Il faut prévenir la police. Cette affaire doit être rouverte. Mais Madame Rivière les arrête. « Attendez, dit-elle, il y a autre chose que vous devez savoir. » Elle retourne dans sa chambre et revient avec une enveloppe cachetée. Geneviève m'a donné ça avant de mourir. Elle m'a dit de ne l'ouvrir que si quelqu'un venait enquêter sur les jumelles Duclos. L'enveloppe contient une lettre manuscrite, datée de février 2001, quelques mois avant la mort de Geneviève. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai eu raison de garder ces preuves. Les petites Duclos ont été tuées par les hommes de Georges Lemoine, Paul Martinet et Robert Chavagne. Ils trafiquaient les vins de Bordeaux pour l'exportation. Les petites avaient pris des photos compromettantes.
Elles sont enterrées dans la propriété Martinet, près du Grand Chêne, derrière les anciennes écuries. J'ai gardé leur secret pendant 35 ans, mais maintenant que je vais mourir, il faut que la vérité soit connue, que leurs parents puissent enfin avoir la paix. Cette lettre constitue la pièce finale du puzzle. André et Beaumont comprennent qu'ils ne détiennent plus seulement des preuves d'un trafic de vin, mais les éléments d'un double meurtre. Il faut contacter immédiatement le procureur, déclare Beaumont. Cette affaire va faire grand bruit. Mais André a une dernière question. Pourquoi Geneviève n'a-t-elle jamais parlé de son vivant? Madame Rivière soupire. Ma sœur avait peur. Ces hommes étaient puissants. Ils avaient des relations. Elle craignait pour sa vie si elle parlait. Et puis, avec le temps, les principaux coupables sont morts. Elle s'est dit que ça ne servait plus à rien. Le lendemain, André et Beaumont se présentent au parquet de Bordeaux avec tous les éléments de leur enquête. Le procureur Alain Dumont, homme d'expérience, écoute leur récit avec gravité. Si vos allégations sont exactes, nous sommes face à l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire judiciaire bordelaise, déclare-t-il. Je vais immédiatement ordonner l'ouverture d'une information judiciaire. L'enquête judiciaire qui s'ouvre en novembre 2001 mobilise tous les moyens de la police scientifique. Sous la direction du juge d'instruction Pierre Marchand, les investigations reprennent là où elles s'étaient arrêtées en 1968. La première étape consiste à authentifier définitivement les photos découvertes par André Valmont. L'expertise révèle non seulement leur authenticité, mais aussi des détails troublants, invisibles à l'œil nu. Sur l'un des clichés, on distingue clairement des documents posés sur la table de la cave, avec des chiffres et des noms de châteaux. Parallèlement, les enquêteurs se rendent dans l'ancienne propriété de Paul Martinet, dans l'Entre-deux-Mers. La propriété, vendue plusieurs fois depuis les années 60, appartient maintenant à un couple de retraités parisiens qui ignorent tout de son histoire. Les recherches commencent près du Grand Chêne mentionné dans la lettre de Geneviève, avec des moyens techniques modernes, géoradars, chiens spécialisés. L'équipe scientifique explore systématiquement le terrain. Le 15 janvier 2002, exactement 36 ans après la disparition, les enquêteurs font la découverte que tout le monde espérait et redoutait. 2 squelettes enterrés côte à côte, à 2 mètres de profondeur. L'expertise médico-légale confirme rapidement l'identité des victimes. Les restes correspondent à 2 jeunes filles de 16 ans. Plus troublant encore, l'analyse révèle des traces de violence, fractures du crâne, compatibles avec des coups violents. Elles ont été battues à mort, déclare le médecin légiste. La mort a dû survenir rapidement après les coups portés. Cette découverte bouleverse la France entière. L'affaire des jumelles Duclos, devenue l'affaire du trafic de Bordeaux, fait la une de tous les journaux. Les révélations sur la corruption dans le milieu viticole bordelais des années 60 provoquent un séisme dans la profession. Bien que les principaux coupables soient morts depuis longtemps, l'enquête permet d'identifier leurs complices. Plusieurs anciens employés des maisons de négoce, encore vivants, sont mis en examen pour complicité d'assassinat et participation à un réseau de trafic. L'un d'eux, Marcel Gaudin, ancien caviste chez Lemoine, finit par avouer sa participation. Âgé de 75 ans, il n'a plus rien à perdre et souhaite partir avec la conscience tranquille. « On n'était pas des tueurs », déclare-t-il aux enquêteurs. « On faisait juste du commerce. » Mais quand les petites sont arrivées avec leurs photos, Lemoine a perdu la tête. Il disait qu'on allait tous finir en prison, que nos familles seraient ruinées. Gaudin révèle les détails atroces de cette nuit d'octobre 1966. Les jumelles, poursuivies dans la propriété Lemoine, ont été rattrapées et amenées dans la cave où se déroulait la réunion. Interrogées sur l'existence d'autres photos, elles ont affirmé n'avoir que celle de l'appareil. Lemoine ne les croyait pas, raconte Gaudin. Il était fou de rage. Il répétait qu'elles allaient tout détruire, que 20 ans de travail allaient être anéantis. La décision de tuer les jumelles n'a pas été prise immédiatement. Les trafiquants ont d'abord tenté de les convaincre de se taire, leur promettant de l'argent. Mais Claudine et Martine, terrifiées, ont menacé de tout raconter à leurs parents. C'est Martinet qui a frappé en premier, avoue Gaudin. Lemoine et Chavagne ont suivi. Moi, je suis resté dans un coin.
Je n'ai rien fait pour les arrêter, mais je n'ai pas participé non plus. Après le meurtre, les corps ont été transportés dans la propriété de Martinet et enterrés clandestinement. L'appareil photo a été vidé de sa pellicule et abandonné dans les bois de Bouliac pour faire croire à un enlèvement raté. On pensait que l'enquête finirait par s'arrêter, explique Gaudin, et c'est ce qui s'est passé, mais on a tous vécu avec ce poids sur la conscience. Les révélations de Gaudin permettent de reconstituer entièrement le drame. L'enquête révèle aussi l'ampleur du trafic de vin, qui a duré de 1963 à 1968 et représenté plusieurs dizaines de millions de francs de l'époque. Le réseau utilisait des méthodes sophistiquées, fausses étiquettes imprimées en Suisse, bouchons vieillis artificiellement, bouteilles récupérées dans les restaurants. Les vins de coupage provenaient principalement du Languedoc et étaient acheminés de nuit dans des camions banalisés. C'était une véritable industrie, explique le juge Marchand. Ils écoulaient leurs produits frelatés dans toute l'Europe et aux États-Unis. Les consommateurs finaux, souvent peu experts, ne pouvaient pas déceler la supercherie. L'affaire révèle aussi les méthodes d'intimidation utilisées par le réseau. Plusieurs témoins de l'époque avaient eu des soupçons, mais ils avaient été découragés de parler par des menaces voilées ou des pressions économiques. Ces hommes contrôlaient une partie importante de l'économie viticole bordelaise, note le procureur Dumont. Ils avaient les moyens de ruiner quiconque s'opposait à eux. La mort accidentelle de Georges Lemoine en novembre 1966 prend également un nouveau sens. L'enquête révèle que Lemoine, rongé par le remords, avait menacé de se dénoncer à la police. Ses associés, craignant qu'il craque sous la pression, ont organisé son élimination. L'accident de voiture a été maquillé, affirme un ancien complice devenu témoin. Chavagne et Martinet l'ont drogué avant de le mettre au volant. Ils ont ensuite provoqué la sortie de route. Au terme de l'enquête, 5 personnes sont mises en examen, dont 3 pour assassinat. Marcel Gaudin, en raison de son âge et de sa coopération, bénéficie d'un aménagement de peine. Les autres, malgré leur grand âge, sont condamnés à de lourdes peines de prison. L'affaire provoque une onde de choc dans le milieu viticole bordelais. Plusieurs maisons de négoce doivent faire face à des procès civils intentés par des clients lésés. Le scandale oblige la profession à renforcer considérablement ses contrôles de qualité et ses procédures de traçabilité. Pour André Valmont, cette enquête a changé sa vie. « J'ai toujours su que les objets anciens avaient une histoire », confie-t-il. « Mais je n'imaginais pas qu'une simple barrette puisse révéler un tel drame. » Jean-Claude Beaumont, lui, reçoit le prix Albert Londres du journalisme d'investigation pour ses articles sur l'affaire. « C'est la preuve que le temps n'efface jamais complètement la vérité », déclare-t-il. « Il suffit parfois d'un détail, d'un objet, d'un témoignage pour que tout ressurgisse. » Les jumelles Claudine et Martine Duclos reçoivent enfin une sépulture digne dans le cimetière de la Chartreuse, à Bordeaux. Leurs parents, morts depuis longtemps, n'auront pas eu la consolation de connaître la vérité. Mais leur mémoire est enfin honorée et leur mort n'est plus un mystère. La barrette en nacre, pièce à conviction centrale de l'affaire, est conservée au musée de la police judiciaire de Bordeaux. Elle témoigne de l'ingéniosité d'une jeune fille de 16 ans qui, dans ses derniers instants, a trouvé le moyen de préserver la vérité pour les générations futures. Cette affaire nous rappelle que la cupidité peut pousser les hommes aux pires extrémités, mais aussi que la vérité, même enfouie pendant des décennies, finit toujours par ressurgir. Claudine et Martine Duclos, 2 innocentes victimes de leur époque, ont finalement obtenu justice grâce à un petit objet qui a gardé leur secret pendant 35 ans. Cette affaire nous montre comment la soif de profit peut transformer des hommes respectables en criminels impitoyables. Elle révèle aussi que parfois, la justice prend des chemins inattendus. Une simple barrette trouvée dans un marché aux puces peut révéler la vérité sur un double meurtre vieux de plusieurs décennies. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Aviez-vous deviné le rôle crucial de la barrette dès le début? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles historiques.